Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors Christelle, nous arrivons au 95e SITREP, nous sommes le 16 juin 2018. Avant qu'on commence ce SITREP proprement dit, je voudrais faire une parenthèse parce que la semaine dernière, on a été l'objet d'attaques informatiques, en particulier sur ma connexion, ce qui a fait que j'ai dû reculer dans le temps le SITREP de SR sur la Syrie et évidemment le tien. Mais en fait c'était plus grave que ça puisque le tien j'ai pas pu du tout le filmer, ce qui fait que tu l'as fait toute seule, comme une grande, hein, j'allais dire, hein. Tu l'as fait toute seule, tu l'as comment je dirais, publié sur le site d'Onipress. Et donc pour tous ceux et celles qui aimeraient voir le 94e SITREP, il suffit simplement qu'ils aillent sur le compte YouTube de Éveil Français TV, pardon, au 93e SITREP, de regarder dans les commentaires, donc le compte YouTube, hein, et j'ai marqué l'adresse, hein, j'ai publié l'adresse du 94e SITREP, donc dans les commentaires du 93e. Voilà. Et, donc il est publié sur le compte, pour ceux qui ont déjà le compte YouTube de d'Onipress dans leurs favoris, il vous suffit d'aller dessus, il est publié, c'est l'avant-dernière vidéo. La dernière étant celle donc de mon petit voyage à Sakhanka. Dont tu vas nous parler d'ailleurs, puisque ça a été haut en couleur, hein, pour ne pas dire autre chose. C'est haut en couleur, ouais. C'est aussi ce qui fait que j'ai tourné le SITREP que dimanche, puisque samedi j'étais encore sur place. Absolument. Et la connexion internet là-bas, c'était pas terrible. Alors il faut dire quand même que le bilan que tu vas nous présenter est très comment je dirais, laisse dubitatif, hein, parce qu'on a une très sérieuse baisse des violations, sans pour autant avoir une baisse significative ou très significative du nombre de munitions utilisées. Ouais, et surtout le nombre de victimes et de destructions qui continue d'augmenter. Et donc c'est là qu'on voit qu'ils tirent moins, mais de manière plus concentrée. Il y a plus de tirs par violation et plus de victimes et de destructions par violation. Donc c'est là qu'on voit qu'ils visent délibérément les civils pour faire du carnage, quoi, hein. C'est vraiment ça. Puisque du 9 au 15 juin, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 52 reprises, donc on est à presque la moitié moins que la semaine dernière, durant lesquelles l'armée ukrainienne a tiré 5 obus d'artillerie de 152 mm, 6 obus d'artillerie de 122, 201 obus de mortier de 120 et 82 mm, 9 obus de chars d'assaut, sans compter bien entendu les tirs de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères qui portent le total à 903 munitions tirées en une semaine. Donc on est à peine un peu moins, une centaine à peine de moins que la semaine dernière, alors que le nombre de violations, comme je l'ai dit, a presque diminué de moitié. Il faut y rajouter les 9 violations du cessez-le-feu et les 137 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Le bilan, comme je le disais, est très mauvais puisque suite à ces bombardements, 2 soldats de la RPD sont morts, 1 a été blessé, 14 civils ont été blessés, 46 habitations ont aussi été endommagées ou détruites. Sans parler des infrastructures, lignes électriques, gazoducs, etc. Ce qui incite pas du tout à l'optimisme, c'est le fait que les armes lourdes sont toujours présentes en grand nombre sur la ligne de front. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté 85 pièces d'armement ukrainiens lourds près de la ligne de contact, à savoir 2 obusiers automoteurs Jetsin B de 152 mm, 6 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 15 obusiers moteur Gvozdika de 122 mm. Alors là, le gros truc qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est les 33 lance-roquettes BM-21 Grad de 122 mm. Ils nous en ont sorti 33 en une semaine. On n'en avait pas la semaine dernière. 2 mortiers tractés Vassiliek de 82 mm, 9 chars d'assaut T-64 et 18 véhicules de combat d'infanterie, véhicules de transport de troupes blindées et auto-mitrailleuses. Donc là, moi, le 33 grades, quand même, c'est quand même inquiétant. Puis les Jetsin B, c'est pas non plus de la petite artillerie. Non, c'est pas du petit machin. En tout cas, depuis une semaine, comme on peut le voir, il n'y a quasiment plus un jour sans victime civile. On a eu un seul jour où il n'y a pas eu de victime. Tous les autres, il y en a. Enfin, et puis si on fait une moyenne, 14 blessés en une semaine, je vous laisse faire le calcul, quoi, ça fait 2 par jour. Donc ceci, comme je disais, corrélé avec la diminution des violations, mais l'augmentation du nombre de munitions tirées à chaque violation indique clairement que l'armée ukrainienne vise délibérément les civils de manière concertée entre les différentes unités du front, puisque ces blessés vont de Sakhanka
donc vraiment au point le plus au sud de la ligne de front, jusqu'à Zaïtsevo, au nord de la RPD. Hein, donc on a vraiment des blessés partout. Hein. Dokuchaïevsk, Troudovski, donc qui est la banlieue sud-ouest de Donetsk. On en a eu donc en périphérie de Gorlovka. On en a eu à Kominternovo aussi. Donc ça s'étale vraiment un petit peu partout sur la ligne de front. Donc comme je le disais en début de Sitrep, et comme je l'avais indiqué dans mon petit Sitrep en solo de la semaine dernière, j'ai passé 3 jours et 3 nuits à Sakhanka. Rien que durant ces 3 jours-là, nous avons eu 3 blessés parmi les civils, juste à cet endroit-là du front. Il y en a eu à d'autres endroits. 6 maisons endommagées, 4 véhicules transformés en passoires. Alors là, je t'arrête, parce que tu as l'humilité de ne pas en faire état. Mais ta propre voiture a été touchée par les... Même si elle ne l'a pas été de la même manière et aussi gravement que les Lada qui ont été touchés et dont tu parles, ton véhicule a été transpercé. Bon, il est roulant, mais enfin, il y a des dégâts matériels, donc il va falloir que tu prennes la charge financièrement. C'est les joies de mon travail, c'est comme ça. Moi-même, je n'ai rien, comme les gens peuvent le constater. J'avais tout simplement pour consigne qu'en cas de bombardement, parce qu'on s'attendait à des risques de bombardement assez lourds vers les zones civiles, puisque ces zones-là avaient déjà été touchées à peine quelques semaines auparavant. Donc on avait pour consigne d'aller se réfugier en sous-sol en cas de tir chez les voisins. Ce qu'on a fait à plusieurs reprises, en 2 jours. Donc voilà, donc moi j'étais en sécurité, mais effectivement la voiture a un petit peu reçu, mais enfin rien de très très grave. Vraiment, ça va, je veux dire, comme tu dis, elle roule. Elle roule, les dégâts ne sont pas... Enfin, je veux dire, les gens pourront aller voir hein, ma vidéo prise à Sakhanka, ils verront ce que j'appelle des voitures transformées en passoires. Ouais, la mienne n'est pas dans cet état-là, clairement. Elle a reçu quelques éclats. Mais rien de gravissime, mais oui, ça fait partie des joies de mon travail. Hein. On prend des risques. Ma voiture prend des risques aussi à chaque fois qu'on passe sur le front. Donc voilà, ça fait partie du job. Ouais, mais sachant que tu t'en sers aussi pour amener des denrées humanitaires sur le front. C'est la voiture qui sert aussi pour les missions humanitaires, etc. Voilà. Donc bon, c'est vrai que j'essaie de faire attention quand même qu'elle morfle pas trop, qu'elle soit toujours utilisable. Bon, voilà. On a eu énormément de chance, hein. Sincèrement, les voitures qui étaient autour ont beaucoup plus morflé. Donc, c'est comme ça. En tout cas, on a pu aussi constater que l'armée ukrainienne, en fait, à Sakhanka, voit sur quoi elle tire, puisque les positions de l'armée ukrainienne sont vraiment juste en face du village et en hauteur. Donc, ils ont vraiment une vue plongeante, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas sur quoi ils tirent. Aucune excuse. Ah oui, aucune excuse. Hein. Et donc, entre autres, là, c'était surtout défilé les 7 et 8 juin, donc ils ont délibérément et intensivement visé les zones civiles. Ça a été d'ailleurs l'occasion de confirmer le rôle un petit peu étrange, bizarre de l'OSCE, puisque le 9 juin, alors que je revenais vers l'endroit où je logeais, donc en zone civile, après avoir filmé les dégâts provoqués par les bombardements, je découvre 2 voitures de l'OSCE, là où l'armée ukrainienne avait tiré l'avant-veille. Et là, les observateurs se sont retrouvés pris à partie par la population. Donc, il y en avait un qui avait l'air d'être tracé de bonne foi, genre on est là pour travailler pour la paix. Bon. Son chef d'équipe, lui, par contre, très très vite, assez antipathique, assez hautain. Il écoutait de manière assez distraite ce que les gens avaient à lui dire, parce que les gens se plaignaient en disant mais pourquoi est-ce qu'ils nous bombardent, il n'y a pas de tank, il n'y a pas de tranchées, on est des civils, quoi. Je veux dire, ils ont bombardé, ils ont bousillé un tracteur, une moissonneuse, des trucs comme ça, quoi. Tu vois le truc, quoi. Donc au bout d'un moment, énervé par tous ces reproches qui ont été faits par la population qui les traitait aussi d'espions, hein, à la solde de Kiev, ce fameux chef d'équipe donc a décidé que son équipe allait partir sans avoir enregistré les dégâts de la veille. Et les civils ont alors relevé un petit fait intéressant, puisqu'en fait, la veille, le 8, donc après la première série de bombardements, puisque les premiers ont eu lieu le 7 dans l'après-midi, le 8, en fait, l'OSCE était déjà venu à Sakhanka. Nous, on ne savait pas, on ne les avait pas vus le 8. Et l'après-midi, après leur venue, le même endroit avait de nouveau été bombardé par l'armée ukrainienne. Et de manière assez bizarre, hein, je relève la coïncidence, hein, après le fait que l'OSCE n'a pas réussi à faire sa visite le 8 juin, enfin le 9, pardon, donc le 9, ils ne réussissent pas à faire leur petite visite, ils se barrent comme des voleurs, et là, c'est bizarrement, le soir même, il n'y a pas eu de tir contre les civils.
Il n'y a que des tirs contre les positions de l'armée de la RPD. Genre de petite coïncidence qui accrédite quand même la thèse des habitants de Saranka sur le lien un petit peu étrange entre visite de l'OSCE et bombardement consécutif par l'armée ukrainienne des zones qu'ils ont visitées. Et c'est pas la première fois que je vois de telles situations ou que j'entends de telles histoires. Je veux dire que ce soit à Zaïtsevo, où je vais assez régulièrement, où je connais pas mal de monde, jusqu'à donc Saranka, donc du nord au sud de la RPD. Si je devais compter le nombre de fois où les gens m'ont indiqué, l'OSCE est venu, le soir même, on s'est pris, juste après leur départ, on s'est pris de nouveau des bombardements, parfois même plus précis que les précédents, qu'ils étaient venus enregistrer. Donc, se pose des petites questions, quand même. Ouais. Voilà. Donc on mettra en lien dans le sommaire le lien vers l'article, donc où il y a la vidéo complète du reportage. Donc c'est 3 jours, 3 nuits. Je suis désolée, ça fait un petit peu long. Oui, mais c'est un pont. 21 minutes. Ouais. Mais voilà, 3 jours, 3 nuits. Je suis désolée, c'est dense. Et il fallait que je vous montre ce que c'est le quotidien des civils. Parce que c'est ça leur quotidien, sur ces villages proches du front. C'est, t'es en train de travailler dans ton jardin ou de boire le thé dans ton jardin, et puis tu te retrouves à devoir courir dans ta cave ou dans celle du voisin, si t'en as pas, ou dans ta maison, et attendre que ça passe, quoi. On sent le désarroi de voir chez certains, justement... il y avait beaucoup de colère qui s'est défoulée sur les gens de l'OSCE. Et puis, comme me l'a dit le voisin pendant qu'on discutait dans la cave en attendant que ça passe, il a fait de l'humour à la russe en disant si ça se trouve, quand tu vas remonter, la maison où tu étais, elle n'existera plus, quoi. Ouais. C'est une blague. Peut-être pas. Il suffit d'un obus de 152, on parlait du Jackson B tout à l'heure. Même d'un obus incendiaire, le nombre de maisons que j'ai vu être détruites par de tels obus, ça va très vite, parce que beaucoup de ces maisons ont quand même des parquets, des poutres en bois. C'est très très peu, il y a assez peu au final de maisons béton, tu vois ce que je veux dire? C'est souvent des maisons, quand même des maisons avec du torchis, quoi, je veux dire, on en a, et beaucoup de maisons, c'est des charpentes en bois, donc ça flambe, je te raconte même pas, quoi. Ça va très vite, ça va très très vite. Et en tout cas, si les civils qui habitent en RPD souffrent des tirs de l'armée ukrainienne, ceux qui habitent dans la partie occupée par les forces armées ukrainiennes souffrent simplement de la présence de ces derniers. Des faits qui ont été confirmés par un post de la mission de surveillance de l'OSCE sur leur page Facebook. Après une visite donc dans ce qu'on appelle village, c'est pas un village en fait. Chigari, c'est un goulet, en fait, c'est une grosse rue en fait entre deux terrils de la mine Yuzhnaya. Ils appellent ça un village, en fait c'est plus un lieu-dit, quoi. On va dire ça comme ça. Les terrils, tu me rappelles, c'est un tas de déchets. C'est les tas de déchets d'exploitation minière. Donc ça, il y en a plein ici, c'est typique du paysage ici. Donc là, ce lieu-dit de Chigari, qui je rappelle est face à Gorlovka, où avait lieu cette attaque complètement catastrophique de l'armée ukrainienne qui s'est fait décimer. Donc l'OSCE s'est rendu là-bas. Et a déclaré sur sa page Facebook, donc c'est ce qu'il y a de plus officiel, que depuis l'occupation de ce village, qui est situé, je le rappelle, dans la zone grise par les forces armées ukrainiennes, la situation des habitants s'y est fortement dégradée. Plus personne n'a d'électricité, peu ont encore l'eau courante, beaucoup de maisons sont détruites, abandonnées ou occupées par les soldats ukrainiens qui y creusent de nouvelles positions dans les jardins. La plupart des habitants ont préféré fuir donc le lieu-dit, entre autres vers Gorlovka, d'autres vers la partie ukrainienne, puisque les soi-disant libérateurs du Donbass, comme ils s'appellent eux-mêmes, n'ont apporté que plus de violence et de destruction dans le hameau, d'après les quelques habitants qui s'y trouvent encore. Ouais. Et puis bon, il n'y a pas de quoi être très très optimiste sur l'évolution de la situation dans cette partie du front, puisque l'armée de l'RPD a extrait d'un drone ukrainien qui a été abattu par les soldats de la République plusieurs vidéos où on voit clairement la présence d'équipements militaires dans des zones résidentielles à Artyomovsk, qui est pas très loin de Zaïtsevo, Konstantinovka et Volnovacha, donc des localités qui sont entre 18 et 23 km de la ligne de front. Les reconnaissances par drone se multiplient
multiplient d'ailleurs de la part de l'armée ukrainienne, en violation totale des accords de Minsk. Beaucoup de ces drones sont abattus par les soldats de la RPD, récupérés et analysés. Et souvent, ils sont très instructifs puisqu'ils commencent à filmer dès qu'ils décollent. Ah oui. Donc en fait, ils filment souvent les positions ukrainiennes d'où ils partent. Donc c'est quand même une source d'infos intéressante. Pour information, rien que durant le mois écoulé, on en a abattu 6 quand même. Et on a étudié les vidéos derrière. Donc ça donne une petite idée. Et alors, pour ceux qui seraient assez surpris par ce rapport assassin de l'OSCE contre l'Ukraine, je vais revenir un petit peu en arrière, puisque cette semaine, en plus des civils, les soldats ukrainiens ont pris délibérément pour cible les observateurs de l'OSCE, mais aussi les employés de la Croix-Rouge. Alors qu'Alexander Hook, donc, il était venu ici à Donetsk pour essayer de stabiliser la situation au niveau de la station d'épuration, ce qu'il a plus ou moins réussi à faire. Un gros plus. Et ensuite, il a voulu aller visiter Tchigari. Donc justement, ce lieu-dit près de la mine Yuzhnaya. Et pour empêcher l'OSCE de prendre note de la situation catastrophique due à leur présence, ils ont ouvert le feu à l'arme légère vers les observateurs de l'OSCE pour les décourager. Donc ça, c'était le premier truc. Et les employés de la Croix-Rouge, eux, c'était à Jovanka, le 13 juin, où ils se sont retrouvés pris entre les tirs des combattants de secteur droit et les soldats de la 24e brigade des forces armées ukrainiennes. On ne sait pas trop si ces tirs étaient dus vraiment à une volonté de les intimider spécifiquement ou si c'est dû en fait au fait que les soldats de la 24e brigade se sont retirés en fait de leur position. Il faut savoir que, comme je le disais dans des titres précédents, il y a un déficit de soldats ukrainiens tel que certaines unités sont obligées de quitter leur position. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus les tenir. Ils ont 3 pélos pour tenir des positions entières et ça tient. C'est pas possible. Donc, à plusieurs endroits de la ligne de front, les unités des forces armées ukrainiennes reculent, en fait. C'est-à-dire, essaient de se regrouper là où elles peuvent encore maintenir 8-10 mecs, quoi, tu vois. Parce que c'est des postes avancés, c'est-à-dire que là, c'est même c'est des prioritairement visés éventuellement par les forces de la RPD ou... Voilà. Et puis, donc, là, ils se retrouvent donc à devoir reculer. Et puis, bien sûr, les ultranationalistes comme secteur droit, justement, s'opposent à ce genre de retrait et souvent décident de tirer, en fait, sur les unités des forces armées ukrainiennes en question pour les empêcher de reculer, justement. Donc, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié à une volonté d'intimider en tout cas, les employés de la Croix-Rouge et les habitants de Jovanka se sont retrouvés au milieu des tirs. Voilà. Bon, en tout cas, malgré toutes ces petites tentatives d'intimidation, l'OSCE s'est rendu à Tchigari, et donc il semble qu'histoire de se venger du petit coup où ils se sont fait tirer dessus, ils ont pondu un rapport qui a été incendiaire pour Kiev, et puis surtout pour Naïev, le commandant en chef donc, de l'opération des forces interarmées, qui se vantait de s'inquiéter du sort des civils. Comme le SBU avant, Oui. Donc à présent, non seulement les habitants de la RPD comprennent que grâce aux actions des soldats ukrainiens, les localités occupées par les forces armées ukrainiennes sont rasées de la carte et rayées de la carte et les habitants maltraités, mais grâce au rapport de l'OSCE, la communauté internationale aussi le sait désormais, donc ça c'est magnifique. Bravo les mecs, vous avez gagné le pompon à force de leur tirer dessus, vous avez réussi à vous les foutre à dos, c'est quand même magnifique. Je rappelle qu'au départ ils bossent pour vous, ils le disent eux-mêmes. Et pour nous c'est intéressant parce que la réaction que va avoir maintenant officiellement les forces occidentales qui sont censées soutenir Kiev va nous révéler la véritable nature de ce soutien, puisque s'ils réagissent pas, c'est qu'ils cautionnent toutes les cochonneries et saloperies qu'ils font sur le front. En tout cas, puisque toutes leurs tentatives échouent lamentablement, il ne reste à Kiev qu'à user de fake news pour essayer espérer réussir quelque chose. Donc il y a eu cette news, j'ai vu circuler en début de semaine, il y en a qui l'ont partagé, le ministère ukrainien des territoires temporairement occupés qui avait déclaré sur sa page Twitter qu'un barrage entourant un dépôt de déchets chimiques dans la ville de Toretsk avait commencé à se détruire. Donc c'est une usine de phénol, donc c'est carrément dangereux, quoi. Il faut savoir que cette usine est située sur la ligne de contact, et que le dépôt contient actuellement à peu près 270 tonnes de déchets, soit à peu près 90% de son volume maximum. Donc cette ville de Toretsk est contrôlée actuellement par les forces armées ukrainiennes. La RPD a bien sûr contesté ce rapport, rappelant que cette installation, de par sa dangerosité, est sous contrôle de représentants des missions internationales, dont l'OSCE, que jusqu'à présent, les autorités ukrainiennes ne se sont pas plaintes officiellement du sort du barrage et du surremplissage du stock de déchets chimiques, malgré le fait qu'ils font
rien pour améliorer la situation. Et la RPD a aussi tenu à rappeler que les conditions préalables à une catastrophe écologique ont été créées uniquement en raison des actions criminelles du commandement des forces armées ukrainiennes en 2014 et de la négligence criminelle des autorités ukrainiennes, qui ont endommagé le barrage et qui n'ont rien fait pour stabiliser le truc. L'idée, c'est que, semble-t-il, Naïev veut profiter de cette situation pour créer une catastrophe écologique et l'utiliser comme excuse pour attaquer les républiques, ou en tout cas obtenir un prétexte pour ne pas retirer ses forces de la ligne de contact, puisque je rappelle que l'Ukraine grignote la zone grise, ils appellent ça des victoires. Ouais, oui. Dans les zones démilitarisées, oui, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et l'Ukraine a beau se prétendre agressée par la Russie et que son armée résiste à l'armée russe depuis 4 ans, en vrai, même ses militaires disent que l'armée ukrainienne n'est pas prête pour une guerre contre son grand voisin. C'est ce qu'a déclaré une source militaire au site ukrainien strana.ua. Donc cette source a déclaré « Nous ne sommes pas prêts à combattre à la frontière avec la Russie des régions de Kharkov, Tchernigov et Soumy. L'Ukraine ne dispose tout simplement pas assez d'unités aptes au combat pour mener des batailles à grande échelle contre la Russie. » Il n'y a pas que des unités aptes au combat. Vous manquez de matériel, vous manquez de compétences militaires, enfin bon, c'est pas grave. Oui, il manque de tout, surtout. Il manque de tout, voilà, et de motivation. Quant aux rumeurs d'une aggravation de la situation dans l'est de l'Ukraine à l'automne prochain, selon un officier d'une brigade des forces armées ukrainiennes, de nouveau interrogé par Strana, ce n'est qu'une partie des préparatifs de Poroshenko pour la présidentielle de 2019. Il semble que Poroshenko et certains de ses généraux proches ont constamment cette idée d'une attaque rapide sur un secteur du front pour y remporter une victoire bien que localement pour pouvoir annoncer solennellement le début de la libération du Donbass avant les élections. Donc selon cette source, ça serait possible du point de vue technique et militaire, mais toutefois, tous les militaires raisonnables comprennent que cette opération mènera à une catastrophe si la Russie y répond. Voilà, je rappelle quand même que il n'y a pas si longtemps que ça, l'ex-secrétaire général de l'OTAN, quand même, pas vraiment un grand russophile, oui, Anders Fogh Rasmussen, avait quand même déclaré que si la Russie le voulait, elle aurait pu occuper tout le territoire ukrainien en quelques jours. Je dis ça pour tous les trolls qui me cassent les pieds encore récemment avec « Oui, mais l'armée russe est dans le Donbass ». Si l'armée russe était ici, cette guerre serait finie depuis 4 ans. Fin de l'histoire. Oui. Même les gars de l'OTAN le disent. Merci. Si on regarde la partie situation politique accord de Minsk, alors que le processus de Minsk est complètement enlisé par la faute d'ailleurs de la partie ukrainienne, et que la dernière réunion au format Normandie a accouché d'une souris, on regarde la déclaration de Lavrov à la sortie, ou même les autres, ça mène à rien. Mais c'est pas avec les déclarations de Poroshenko que les choses vont aller mieux, puisque ce dernier a déclaré vendredi aux étudiants de l'université nationale Taras Shevchenko qu'il ne pense pas qu'il existe une forme quelconque de négociation de Minsk pour le règlement pacifique du conflit dans l'est de l'Ukraine. T'as signé quoi alors? Voilà. Il a affirmé que seul le format Normandie c'était le seul format tangible. Il a dit, je cite, « Il n'y a pas de format de négociation de Minsk et le représentant plénipotentiaire de Kiev au pourparlers du groupe de contact ukrainien Leonid Kuchma ne participe pas au pourparlers de Minsk. » Il sert à quoi? Il va à Minsk pour faire quoi en fait? Il montre l'ineptie de ses actions. Poroshenko, c'est vraiment... Non mais là c'est quand même magnifique. Il a dit le format Normandie est le seul qui existe. Donc il a rappelé que la chancelière allemande, Merkel, le président français Macron et le président russe Poutine étaient ses homologues dans les discussions du format Normandie. Il a dit si vous trouvez un autre format de négociation où Poutine est présent, je serai prêt à l'envisager, mais je vous assure qu'il n'existe pas. Voilà, donc il a également affirmé que la partie ukrainienne ne discutait pas dans le cadre du groupe de contact avec la RPD et la RPL, puisqu'ils ont dit qu'ils ne discutaient qu'avec les envoyés de la Russie et de l'OSCE. Bon, si quelqu'un avait besoin d'une preuve que l'Ukraine n'a aucune intention d'appliquer les accords de Minsk et de discuter directement avec la RPD et la RPL, je rappelle que ça fait partie de ces accords, l'Ukraine doit discuter de manière directe avec la RPD et la RPL pour mettre en œuvre les accords de Minsk. Ouais. Sans ça, c'est impossible de résoudre le conflit. Si vous voulez résoudre un conflit par la négociation, il faut négocier. Vous ne discutez pas avec le voisin, vous discutez avec la personne avec qui vous êtes en conflit. Ne passez pas par des intermédiaires. Donc là, on voit bien qu'il n'y a aucune chance d'arriver à appliquer les accords de Minsk. C'est vraiment catastrophique.
On voit bien qu'ils les ont complètement enterrés. Et je ne suis pas si optimiste que certains qui se disent que suite aux élections en 2019 en Ukraine, ça ira mieux. Si c'est Timoshenko qui passe, ça sera pas mieux. Hein. Je ne veux pas être méchant. Non, puis de toute façon, on a déjà entamé la période des matchs de la Coupe du Monde de football. Qui pourrait très facilement être utilisée par la partie ukrainienne. Là, les petites craintes qu'on a ici, c'est le fait qu'à partir de demain, là, il y aura des matchs à Rostov, qui n'est pas très, très loin. Donc là, on surveille un petit peu de près quand même. Hein, parce que... Rostov-sur-le-Don, qui est à combien de kilomètres de la frontière? C'est à 200 km de Donetsk et une centaine de kilomètres de frontière. D'accord, ouais, c'est à côté. Quoi. Ouais, c'est à côté. En tout cas, si on regarde la situation économique de l'Ukraine, il semble que l'Union européenne a décidé d'assortir son prêt d'1 milliard d'euros à des conditions à remplir semblables à celles du FMI. Hein, donc il semble que même si l'UE s'apprête à prendre le relais par rapport au FMI, ils ont peu ou prou les mêmes conditions. C'est le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, qui a évoqué cela lors des auditions au Parlement européen. Donc il a évoqué la condition pour transférer à l'Ukraine une nouvelle tranche d'1 milliard d'euros. Pour en bénéficier, les autorités ukrainiennes devraient mettre en place un système de lutte contre la corruption. Donc, ça rejoint la demande du FMI de mettre en place un vrai tribunal anticorruption indépendant. Ce soutien financier serait strictement lié à la réalisation des réformes dans le pays. Donc là, on retrouve l'idée de réforme qu'on retrouve aussi chez le FMI. Il a ajouté que la situation économique en Ukraine reste très fragile et que le climat économique était en train d'être restauré. Je ne sais pas trop ce qui restaure, mais bon, oui. Si vous voulez. Il a déclaré aussi que les pays de l'Union européenne ne pouvaient pas permettre à l'Ukraine d'échouer dans le rétablissement de son économie. Avec l'équipe de branquignoles qu'ils ont, je ne vois pas ce qu'ils pourraient être mieux. Là c'est les pieds nickelés, hein. Mais c'est les pieds nickelés à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'Ukraine, il y a l'Europe, il y a les pays garants de l'application des accords de Minsk. Enfin, je veux dire, encore récemment, le vice-président de la Banque nationale ukrainienne a quand même rappelé que l'Ukraine avait une dette de 12,1 milliards de dollars envers le FMI, je ne sais pas comment ils vont les rembourser, que la corruption continue de gangréner l'Ukraine et que ça se traduit quand même par une perte chaque année de 2% de points du PIB, de 2% du PIB, ça c'est une estimation du FMI, hein, donc, quand ils résolvent 2%, je trouve ça gentil. Je pense que ça leur bouffe bien plus que 2%. Je rappelle que donc en 2015, le FMI avait approuvé un nouveau programme de crédit pour l'Ukraine s'élevant à 17,5 milliards de dollars sur 5 ans. Dans ce cadre, ils en ont déjà reçu environ la moitié, 8,38 milliards, et que le dernier transfert date de l'année dernière, du 5 avril 2017. Depuis lors, l'Ukraine ne remplit pas les conditions et donc ils essaient de demander du pognon partout. Pour l'instant, c'est l'Union européenne, le Canada et d'autres pays qui leur filent du pognon au compte-gouttes. Donc parmi les réformes que Bruxelles exige pour donner la nouvelle tranche, il faut que Kiev donc lance la création d'un tribunal anticorruption et une augmentation des tarifs gaziers pour la population. Donc on retrouve les demandes du FMI strictement. Donc en gros, s'ils ne satisfont pas aux conditions du FMI, ils n'obtiendront pas plus le pognon de l'Union européenne que celui du FMI. Oui. Voilà. Côté RPD, on avait parlé il y a quelques mois en arrière de ce projet de fabrication de nouveaux tramways par la RPD. Eh bien, le projet avance. Donc l'info date de la semaine passée, mais enfin, comme j'avais peu de temps pour faire le site précédent, j'avais gardé l'information sous le coude. Donc la fabrication de ces premiers tramways avance. Les 10 premiers sont déjà réservés pour remplacer la flotte vieillissante des tramways de Donetsk. Donc on a des photos de la chaîne d'assemblage qui ont été publiées. On en mettra quelques-unes. Ainsi qu'une simulation de ce à quoi devrait ressembler ces tout nouveaux tramways. Ils ont une belle gueule, hein, quand même. D'après Alexei Granovski, qui est ministre du Commerce et de l'Industrie de la RPD, le premier tramway devrait être testé d'ici la fin du mois de juin et mis en circulation cet automne. Donc on a l'air de tenir les délais qui étaient fixés au départ. Cet assemblage a lieu actuellement à l'usine électrotechnique de Donetsk. Hein, donc là, ils font actuellement l'assemblage des parties métalliques du tramway avant la phase de peinture. Je rappelle que ces tramways seront équipés de moteurs électriques asynchrone produits par cette usine qui leur permettront d'économiser à peu près 40% d'électricité par rapport au tramway actuel. Donc en plus, un peu plus écolo. On va pas craquer. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, donc on avait parlé de ce jugement qui était défavorable à Gazprom dans l'affaire Gazprom versus Naftogaz pour le contrat de transit.
Donc Naftogaz s'était jeté là-dessus pour essayer d'obtenir le pognon en faisant saisir des avoirs de Gazprom en Europe. Mais, la cour d'appel de Svea en Suède a suspendu ce jugement défavorable à Gazprom, qui avait été rendu par la cour d'arbitrage de Stockholm plus tôt cette année, donc suspendant de facto toutes les tentatives de Naftogaz de faire saisir les avoirs de Gazprom. La cour d'appel a confirmé donc cet appel de Gazprom le 13 juin, décidant de suspendre l'exécution de l'arbitrage de Stockholm du 28 février 2018 sur le différend entre Gazprom et Naftogaz, concernant le contrat de transit de gaz via l'Ukraine. Gazprom a déposé donc cet appel le 7 juin contre les actions justement des huissiers de justice pour cette saisie d'actifs. Donc la Cour d'appel a reconnu qu'il existe des motifs raisonnables de suspendre l'exécution de la décision arbitrale de Stockholm. Le jugement, bien sûr, donc prive Naftogaz de motifs permettant d'obtenir cette saisie des biens de Gazprom à l'étranger, entre autres en Suisse et en Pays-Bas. Donc je rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi le dossier, que le 28 février 2018, donc la Cour d'arbitrage de Stockholm avait rendu une décision finale sur le litige entre Gazprom et Naftogaz concernant ce contrat de transit de gaz via l'Ukraine, mais c'était une décision qui était complètement inique, qui faisait vraiment du deux poids, deux mesures, et qui faisait payer à Gazprom l'état catastrophique de l'économie ukrainienne. Or, le PDG de Gazprom avait dit « mais c'est pas à nous de payer pour ça, quoi. » Je veux dire, c'est votre problème, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est pas Gazprom de payer les pots cassés parce que vous êtes des incapables. Dès le 29 mars, Gazprom avait contesté cette décision donc, du tribunal d'arbitrage de Stockholm, exigé son annulation partielle, d'abord en invoquant de graves violations procédurales, puis le 28 mai, Gazprom avait carrément interjeté appel devant le tribunal pour annuler entièrement la décision arbitrale. Dans le même temps, en fait, Gazprom avait été informé que Naftogaz prenait des mesures en Suisse pour essayer de faire appliquer la décision de cette cour d'arbitrage pour essayer d'obtenir un peu de pognon, quoi. Et donc Gazprom a interjeté appel devant d'abord un tribunal suisse et donc ils vont faire la même chose maintenant avec le tribunal néerlandais pour faire cesser ces tentatives de saisie. Donc on espère que la décision en appel sera un peu plus juste parce que franchement, enfin, c'est du délire, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est faire payer à Gazprom les pots cassés pour l'état de l'économie ukrainienne, c'est pas à Gazprom de payer pour ça, c'est pas une organisation philanthropique, hein. Je rappelle, c'est une société privée, c'est pas... Voilà. Résultat, à Kiev, il voit d'un œil de plus en plus mauvais la construction de Nord Stream 2, jusqu'à en venir à des déclarations plus qu'exagérées. J'ai hésité celui-là à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, mais bon, je me suis dit finalement... Ouais, c'était limite quand même, ouais. C'est limite. Bon, ils avaient déjà fait des déclarations grandiloquentes là-dessus, genre c'était la fin du monde. Bon, cette fois, ils sont un petit peu redescendus, mais enfin, ça reste très grandiloquent quand même, puisque le vice-ministre ukrainien des territoires temporairement occupés, Georgi Tuka, a déclaré sur le plateau de la chaîne ICTV que la construction du gazoduc Nord Stream 2 menace la civilisation européenne, hein, rien que ça. Puisque selon lui, l'Occident parle constamment de soutien à l'Ukraine alors que l'Allemagne participe au Nord Stream 2. Ben oui, mon grand, ils veulent bien vous soutenir, mais pas au point de payer leur gaz beaucoup plus cher. Bah oui, ouais. Ils sont pas masos. Hein. Non, ils sont pas masos, non. L'Allemagne ne va pas sacrifier sa sécurité énergétique pour les beaux yeux de l'Ukraine, qui rapporte rien à l'Europe. Donc il a dit que dans le cas d'un renoncement aux valeurs européennes telles que les droits de l'homme et le respect des frontières reconnues par la communauté internationale, bon, concernant le respect des droits de l'homme, fermez vos gueules, parce que bon... Comment dire, vu que Kiev pratique la torture à échelle industrielle, massacre ses propres civils, viole la Convention de Genève tous les jours. Vous revendiquez pas de ces droits-là, s'il vous plaît. Et fomente des mascarades pour faire croire à l'assassinat d'un journaliste. De journaliste, voilà. Donc bon, taisez-vous, je vous en supplie, sur ce plan-là, taisez-vous, hein, voilà. Donc il a dit que si la civilisation européenne commence à gaspiller ses principes de base à quelques intérêts d'affaires, j'estime que cela peut mener à des conséquences extrêmement négatives pour l'Europe de l'Ouest en tant que civilisation en général. Peu du délire, mais c'est pas grave. On en reparlera quand il faudra faire l'historique de ce qui s'est passé en Ukraine depuis fin 2013 hein, et particulièrement début 2014. Hein. Oui. Je rappelle que l'Allemagne, comme tous les autres pays européens, a quand même laissé faire un coup d'État, alors qu'ils avaient signé un accord avec Yanukovych et l'opposition et qu'ils sont assis dessus à peine 24 heures après qu'il ait été signé.
La France y a participé d'ailleurs à ce... Aussi. Hein, voilà. Fabius porte cette énième tâche indélébile sur son CV. Alors, pendant ce temps-là, à Kiev, alors cette fois c'est Timoshenko, enfin c'est un monsieur qui nous offre ça avec Timoshenko, donc Blondie comme je la surnomme. Donc Yulia Timoshenko était en train de faire une intervention lors d'un forum à Kiev consacré à la politique nouvelle de l'Ukraine, lorsqu'un homme inconnu est apparu sur scène. Alors, service de sécurité, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été le chercher, mais... hein, bon, voilà. Donc il a débarqué sur le podium, il lui a offert des fleurs, lui a fait une vraie déclaration d'amour, avant de commencer à faire une espèce de demi-striptease, donc il a commencé à enlever le haut. Donc la vidéo de cette histoire a été publiée par la chaîne de télévision News One. Ensuite, il a annoncé sa volonté de faire partie de l'Europe, expliquant qu'il espérait que l'Ukraine ferait partie de l'Europe, que ce serait une réalité, etc. Donc ensuite, il a enlevé son polo. Et en fait, ça semblait être un truc en mode, tu sais, vraiment, genre Yulia Timoshenko, c'est quoi? C'était en gros le sex appeal de Yulia Timoshenko, tu vois, qui fait tomber en pamoison les jeunes hommes. Oui. Mais les utilisateurs de réseaux sociaux ont débusqué une photo où on voit le dos du jeune homme. Et en fait, dans son dos, il y avait écrit le slogan du forum « Politique nouvelle de l'Ukraine » avec une flèche vers le bas, donc dans le dos vers le bas. Son postérieur, quoi. Voilà, qui indique l'entrée du sphincter. Voilà. Qui indique la direction va prendre la nouvelle politique de l'Ukraine. On aura la photo. Donc, je me demandais en fait s'il a carrément pas trollé de manière stratosphérique le forum et Timoshenko, en fait. Oui. Tu vois, en mode, je fais genre, je suis pour votre truc, et puis en fait, je vous troll, quoi. Mais grande échelle, quoi. Oui, je pense que la flèche en elle-même est suffisamment significative. Hein. Oui, ça ressemble à du trollage. Ouais. Ça ressemble à du gros trollage, mais mouse costaud, quoi. Mérité. Donc voilà, c'était les news de la semaine, et puis un petit peu de certaines de la semaine passée que j'avais pas pu glisser parce que j'ai tourné toute seule, parce que j'avais vraiment très très peu de temps pour tout faire. Je suis rentrée quand même assez tard, dimanche. En plus. De Saint-Franca. Donc voilà. Je suis pas très très optimiste. Bon, il semble que ils veulent la jouer en mode provocation. Donc on voit que c'est tir sur les civils. La RPD répond. Pour ceux qui s'énervent, parce que la RPD répond. Nos gars répondent. Mais comme on voit, donc en fait ils alternent en fait, c'est-à-dire un coup on a des blessés dans le sud, un coup on a des blessés dans le nord, un coup on a des blessés au centre, enfin tu vois ils testent. C'est quoi, c'est un coup Saranka, un coup de Kuchaïevsk, un coup Zaitsevo, un coup Kominternovo, un coup Trudovski, un coup Alexandrovka, un coup ça change tous les jours en fait, les blessés sont à des endroits différents quasiment. Donc ça, c'est vraiment pas top. Il semble que l'avertissement de Poutine n'ait pas tellement été entendu. On va voir comment ça évolue. Mais bon, moi, quand je vois tout l'arsenal qu'ils ont près du front, je pense pas que c'est pour jouer à la pétanque. Ah non, ça c'est pas pour jouer à la pétanque, ça c'est clair. Hein. Il faut s'attendre au pire dans les prochains jours. Hein. Là, on a bien entamé le début de la Coupe du Monde. Du championnat, donc à suivre. On va voir si les matchs à Rostov vont exciter un peu plus les Ukrainiens ou pas. Mais clairement, moi je m'attends pas à un été très calme. Hein. Je pense qu'ils vont tenter effectivement une attaque à but politique en mode regardez, on a reconquis un village, on a commencé à libérer le Donbass. Bon, en vrai, vous allez vous prendre la pénie du siècle, un autre chaudron, et puis c'est certainement nous qui allons reconquérir quelque chose. Il ne faudra pas pleurer après. Voilà. Non, mais bon, je dirais à un moment, il faut arrêter les couilles. Donc, la RPD a mis en garde à de multiples reprises. La Russie a mis en garde à de multiples reprises. Alors, maintenant, Poroshenko qui dit qu'il n'y a pas de négociation à Minsk, bon, je crois qu'il n'y a pas
meilleur aveu qu'ils n'ont absolument pas l'intention d'appliquer quoi que ce soit et qu'à un moment, il faut arrêter la cécité collective et faut acter la séparation du Donbass avec l'Ukraine. Je veux dire, vous l'avez bien fait avec la Yougoslavie quand elle a explosé, vous l'avez bien fait avec le Kosovo après la guerre des Balkans. À un moment, il faut arrêter le carnage. C'est des populations qui ne peuvent plus vivre ensemble. Encore que la Yougoslavie, c'était très différent, puisque là, les Américains étaient intervenus pour faire en sorte de diviser la Yougoslavie, alors que là, ils essayent de... Encore plus, voilà. Encore plus, mais là, au final, c'est la même, puisqu'ils sont intervenus pour pousser le Maïdan grâce à des forces ultranationalistes qui sont des forces... qui vise à la division, puisque l'Ukraine, comme la Russie, est un pays multi-ethnique, multilinguistique. Et donc, comme tous ces pays-là, à partir du moment où tu commences à jouer avec tu encourages des forces ultranationalistes qui sont centrées sur une ethnie, une langue, tu vas avoir des problèmes. Ça revient exactement au même. Donc, ils jouent sur le même genre de conneries. Ils ont joué aussi sur des ultranationalistes en Yougoslavie. Là, c'est la même, avec aussi des guerres de religion, comme on voit avec ces tentatives de l'église orthodoxe ukrainienne de spolier l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Donc, on retrouve des composantes, pareil, avec un mélange entre multi-ethnie, multilingue, multi-religieux, et tu touilles là-dedans en foutant une bonne dose de néo-nazis dans le tas, et puis alors là c'est bon, quoi. Donc je dirais à un moment, il faut arrêter les bêtises. Je pense qu'il va falloir vraiment que la France et l'Allemagne arrêtent leurs conneries, qu'ils actent le fait que voilà, l'Ukraine ne veut rien faire pour résoudre pacifiquement le conflit. Il y a beaucoup de gens qui en Russie espèrent les élections ukrainiennes de 2019 pour voir un changement, mais il n'y aura aucun politicien de type pro-Donbass qui pourra émerger en Ukraine. Ah non, ouais. N'importe lequel qui tenterait va se faire menacer, descendre, empêcher d'aller sur les plateaux télé, etc., etc. Il n'arrivera jamais à percer et à obtenir un score conséquent. Pour l'instant, celle qui tire son épingle du jeu, c'est Timoshenko. Et c'est une des pires. Et c'est une des pires. Je rappelle, c'est celle qui voulait vitrifier les 8 millions de russophones du Donbass à coups d'armes atomiques si l'Ukraine en avait eu. Voilà. Donc pour moi, pas de raison d'être optimiste sur l'issue de tout ça. On va voir comment ça tourne. Si l'Ukraine fait la bêtise de nous attaquer, ils vont pouvoir goûter de nouveau à la raclée. Au Tchibourachka, au Snejinka, à toutes nos nouvelles petites armes. Parce que je rappelle qu'on a déjà testé le Tchibourachka après la mort du commandant Mamaï. Très efficace. Juste après la mort du commandant Mamaï, d'accord. Ouais, on a utilisé le Tchibourachka. On a fait une jolie vidéo. D'accord. Je rappelle, donc c'est un lance-roquette multiple made in DNR. D'accord. Donc c'est du 217 mm. Ah oui, avec des barillet qui font 32 ou 30 missiles en deux parties sur le même camion, c'est ça? Sur le même camion. Donc on peut en tirer 64. Ah oui, là c'est... Voilà, 64, et du 217 mm, donc 217 mm, c'est quasiment le calibre du lance-roquette multiple Ouragan. Ouragan, oui, tout à fait. Et le Snejinka, c'est du 324, si je dis pas ça, c'est quasiment le Smerch. D'accord. Qui, je rappelle, est du 300. Mais c'est du courte portée, ça, parce que le Smerch, tu peux tirer jusqu'à 90 km, je crois. Non, c'est de longue portée aussi, le Snejinka. Ok, ouais. D'accord. C'est des très grosses roquettes, c'est des roquettes propulsées. Oui, 300 mm. C'est des monstres. Ouais. C'est des monstres. Non, le Tchibourachka, on l'a utilisé. D'accord. Histoire de leur faire payer la banque du commandant Mamaï. Donc, on leur a mis plein la gueule. Ça a bien fonctionné. Bon.
tester sur le terrain. Donc, si vous voulez tester nos nouveaux joujoux, ben... Ouais. Moi, je vous recommande pas, sincèrement, côté ukrainien. Moi, je vous recommande d'aller passer vos vacances au calme au bord de la mer d'Azov. Il n'est pas de vous faire chier. Sinon, on va pas pleurer quand vous repartirez à l'état de viande hachée dans un sac en plastique. Je veux dire, vous avez été averti et re-averti. Voilà. Donc, par tout le monde, par la Russie, par la RPD, par la RPL, vous avez été averti par tout le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous savez pas. Voilà. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Ouais, que à samedi prochain. En espérant et pas de provocation et d'autres attaques informatiques. Évidemment. On croise les doigts en tout cas. Et bon, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.